précis. Alors, notre problème, à nous, les non-dits, c'est de conserver notre part du gâteau ou l'augmenter. Mais quand la part du gâteau doit être conservée ou être augmentée alors que le gâteau ne grossit plus, quelle est la façon de faire? C'est d'aller prendre sur la part des autres, tout simplement. C'est ce qui s'est appelé les mesures d'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale, etc., qui nous ont obligés, tous les pays du tiers-monde, tous les pays de la planète, à s'aligner sur le néolibéralisme et donc la capacité de donner aux autres, c'est Mati vient d'en parler abondamment, la possibilité donc de se servir chez nous et ailleurs dans le monde sur la part du gâteau pour maintenir la leur ou la faire grossir. Et puis pour notre pays aussi, et pour en général une bonne partie du monde, sauf l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, qui n'ont pas du tout, et l'Europe du Nord bien entendu, pas du tout néolibéraux, pas du tout la même idéologie. Même pour nous, Algériens, la réponse néolibérale est facile. C'est très facile. Laissez le marché faire, laissez l'Arab s'enrichir, laissez l'Algérie se remplir d'Arab, et puis les Arab, je dis Arab, je peux en dire d'autres, parce que c'est le plus grand milliardaire d'Afrique apparemment aujourd'hui. Et donc, laissons les riches s'enrichir, et l'Algérie va bien se porter. Moi, c'est ce que j'appelle, plus nos riches sont riches, plus on est heureux. Donc, c'est ça le néolibéralisme. Et donc, c'est une réponse facile. C'est facile de sabrer dans l'État. C'est beaucoup plus facile de détruire un État que de le construire. Or, le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? Écoutez les débats aujourd'hui, les élections ici au Québec, tous les chefs de parti, sauf Françoise David et Québec solidaire, rivalisent de comment ils vont faire pour détruire l'État. Ça, c'est beaucoup plus facile que de construire un État. C'est aussi beaucoup plus facile de dire qu'il faut laisser faire le marché. C'est aussi beaucoup plus facile de dire, si les riches s'enrichissent, eh bien, quand ils s'enrichissent, faites-leur confiance, ils créent de l'emploi, ils améliorent les choses. Bon, mais on voit bien que tout ça, c'est pas vrai. Donc voilà les deux points pour pourquoi l'Algérie est arrivé là. L'état des lieux. L'état des lieux est catastrophique. C'est moi qui viens d'en faire une description magistrale. Moi, ce que j'y ajouterais, c'est que, bon, on est dernier, l'Algérie est le pays dernier ou avant-dernier dans tous les classements mondiaux. Tous. Pas dans les accidents de la route. Pardon? Les accidents de la route, on est les premiers. Ah oui, mais on est les derniers si on prend ça dans l'autre sens. Donc, qualité de la vie, doing business, corruption, infrastructure, tout, on est bon dernier, sinon avant-dernier. Et il faut ajouter à ça les scandales de corruption, les scandales financiers. Donc ça va la Sonatrach, si Mati vient d'en parler, ça va jusqu'à PCR, ça va jusqu'à, etc., les infrastructures, les autoroutes à peine finies, des tunnels et des ponts à peine construits qui s'effondrent, etc. Et ça coûte, l'Algérie est le pays où le kilomètre d'autoroute coûte le plus cher au monde, ou l'un des plus chers, en tout cas, du monde. Bon, donc l'état des lieux, il n'est pas très difficile à établir. Agriculture sinistrée, éducation sinistrée, peuple algérien et jeunesse, et j'ai l'occasion de le constater à chaque fois que je vais en Algérie, je constate que nos jeunes, les générations, chaque génération, ne parle bien ni l'arabe, ni le français, ni même le kabyle. Et à chaque fois, je suis étonné de cette espèce de pidgin où on mélange, par exemple dans l'hôtel où j'étais, j'avais un problème avec mon téléphone qui n'arrêtait pas de flasher, et on m'a passé le technicien responsable, l'hôtel Hilton, responsable de la... Ah, il me dit, ah, Rahi flashé. Et ouais, il a Rahi flashé, normalement, c'est pas normal. C'est quelle langue ça? Rahi flashé, normalement, c'est pas normal. Ça, c'est le chef de... Là, maintenant, d'être un ingénieur, je pense, je ne sais pas. Ou un technicien supérieur, au moins. Bon. Donc, voilà. Alors, infrastructure des années 60, pratiquement. Alors, moi, j'ai lu dans le rapport CNES 2013, Algérie de 2013, où ils disent l'Algérien doit apprendre à exporter, etc. Apprenez à exporter d'accord, mais encore faut-il avoir des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports, qui fonctionnent pour exporter ce qu'on a exporté. Et ensuite, il faut apprendre à fabriquer des choses exportables. Bon,
Donc l'état des lieux, le pétrole, bon, ça arrive à sa fin. Les prix du pétrole vont dégringoler, parce que les pétroles de schiste, maintenant, à l'échelle de la planète, vont faire baisser les prix de tous les hydrocarbures. Et d'un autre côté, il y a une raréfaction à cause du climat des produits de première nécessité. Le riz, le maïs, le blé, etc., etc. Tout ça va, se raréfier parce qu'il y a trop de sécheresse, trop de bouleversements climatiques, et ça va être cher. Donc on est en train de brûler la chandelle par les deux. D'un côté, 98% de nos rentrées en devises vont baisser dramatiquement parce que les prix pétroliers du monde décrédentiel vont baisser. Et ensuite, les prix de tout ce qu'on importe, parce qu'on importe 75 à 80% de ce qu'on mange par jour, ou on boit même, eh bien, ça augmente. Donc, voilà pour les perspectives. Maintenant, l'état des lieux, pardon, les perspectives, ça découle de ce que je viens de dire. Je pense que, il faut rompre radicalement avec le modèle néolibéral. Radicalement. Le modèle néolibéral est complètement destructeur. Et il faut regarder, comme le disait un certain Ahmed Mahathir de Malaisie, look east, regardez vers l'est, arrêtez de regarder vers l'ouest. Alors, j'ai au moins 3 grandes priorités pour l'Algérie. Un, c'est 200 milliards de dollars qui dorment, comme on l'a dit, dans les coffres américains qui enrichissent les États-Unis. Pourquoi on ne s'en sert pas immédiatement pour essayer de mettre en valeur, un, le solaire, et deux, avec le solaire d'ailleurs, les hauts plateaux comme possibilité de production agricole. Mais on va aller dans le pétrole de schiste. Pourquoi on va aller dans le pétrole de schiste? Parce que le pétrole de schiste et le gaz de schiste permettent de maintenir la rente pétrolière et permettent de maintenir la capacité de l'État algérien, entre guillemets, d'acheter la paix et la paix sociale comme il l'achète jusque-là. Bon, mais on sait ce que les technologies de fracturation provoquent, etc. Donc, deuxième, l'éducation. Sans l'éducation, écoutez, le Japon, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, etc., ce qui les distingue, ce qui fait d'eux parmi les pays les plus compétitifs du monde, c'est leur cerveau. Le Japon, il n'y a rien, il n'y a aucune ressource. Il y a 120, 130, 140 millions de Japonais qui travaillent avec leur cerveau, que des cerveaux. Le Brésil, aujourd'hui, est en train de faire, je participe à ça parce que je travaille pour en Amérique latine, un plan qui s'appelle 100 000 cerveaux par an. Donc, chaque année, alors qu'en Algérie, on a arrêté d'envoyer les gens se former à l'étranger. Chaque année, le Brésil, depuis Lula, enfin pratiquement, envoie 100 000 meilleurs, les meilleurs cerveaux, les top promotions des universités dans tous les domaines du Brésil, se surformer à l'étranger, et ils leur demandent, comme faisait le Japon avant et la Corée aussi, etc., comme fait la Chine, non seulement de se former à l'étranger avec des bourses très conséquentes, très dignes, et de rester à l'étranger pour apprendre et faire à l'étranger et apprendre comment on fait, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils demandent, etc., pour ensuite les faire revenir au Brésil avec des tapis rouges. Ils reviennent, ils ont le logement, ils ont le laboratoire, les assistants, la secrétaire, les ordinateurs, etc. Toutes les conditions pour... Nous, l'Algérie, comment elle traite sa diaspora? Ils nous traitent comme des bandits. Moi, je le sais, je suis traité comme un bandit qui a volé l'Algérie, qui s'est sauvé et qui vit avec l'argent algérien confortablement au Canada et qui ose ouvrir sa gueule en plus, hein, au lieu de se la fermer, de se faire tout petit. Alors voilà, donc faire usage de la diaspora, comme le font intelligemment des pays, le Japon, etc. Bon. Et finalement, je dirais, imiter un modèle national, tout ça, oui, mais pourquoi réinventer la roue si elle a déjà été inventée? Il suffit de regarder un petit pays comme la Malaisie, je vais en dire juste 2 mots et je vais terminer là. La Malaisie, c'est la moitié de la superficie de la France, pratiquement aucune ressource sinon l'huile de palme, et la Malaisie est aujourd'hui classée comme pays développé, avec un PIB par habitant qui est le double de celui d'Algérie, avec une ville, une nouvelle capitale qui est considérée comme une ville parmi les plus intelligentes, comme on dit ça, les plus intelligentes de la planète, avec 2 des plus hautes tours de la planète et 200 ascenseurs les plus rapides du monde. Et une voiture à peu près révolutionnaire apparemment qui s'appelle la Prion,
et qui fait le succès de l'industrie de transformation et du fruit de l'éducation des Maliens. Et ça, c'est le résultat de quoi? D'un certain Ahmed Mahathir, qui a pris le pouvoir, Dr Ahmed Mahathir, début des années 60, et qui a imposé en Malaisie un régime comme le général Park l'avait fait en Corée du Sud quelques décennies auparavant, avec des plans quinquennaux, une économie planifiée chaque année, etc., etc., et un dirigisme pour le secteur privé, qui est un secteur privé qui a été obligé d'être nationaliste, c'est-à-dire qu'un rabrab malaisien, avant de mettre ses profits dans ses poches, eh bien l'État malaisien s'assure d'abord qu'il a mis le maximum dans l'éducation, dans l'investissement, dans la formation, dans la qualification, dans la technologie, dans la recherche, et ce qui reste, ça sera ses profits. Alors imaginez, nous, avec le libéralisme qu'on a en Algérie, quand est-ce qu'on va arriver à ça? Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire dans ces 3 points. Merci beaucoup. Pendant le débat avec vos analyses. Je tiens à présenter aussi Mouloud Idir, qui est un chercheur du secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, et qui est membre aussi du GRILA, groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Et je le remercie tout particulièrement pour sa contribution à cette journée, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan du contenu. Je le remercie fraternellement. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Voilà Mohamedash. Merci à vous, Général du public qui est ici. Salam alaikum, Azul Flaoui. Alors, il m'a présenté comme membre du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Alors, je vais prendre tout de suite le chapeau, je vais afficher les couleurs. Je vais parler à partir d'une perspective à laquelle je crois, pour laquelle j'ai beaucoup milité depuis les 20 dernières années. Une perspective que je ne crois pas maghrébine et panafricaniste. Je pense aussi qu'il faut sortir des solutions étriquées, parce que dans le contexte néolibéral actuel, je pense que les pays comme l'Algérie, la Tunisie, doivent aussi fédérer leurs forces avec l'ensemble maghrébin si nous voulons résister peut-être face à l'ordre mondial actuel. Peut-être que ma perspective, que j'ai besoin de préciser dès le départ, c'en est une donc qui essaye et qui va consister à plaider l'importance, surtout dans le contexte actuel, de trouver une solution politique négociée à la crise qui sévit en Algérie. Moi, c'est celle à laquelle je crois. La solution politique, c'est celle qui s'impose à mes yeux, et je considère celle-ci comme étant la voie la mieux indiquée, à la fois pour conserver les garde-fous à un régime de démocratie pluraliste, on y reviendra dans l'échange, qu'est-ce que c'est qu'un régime de démocratie pluraliste, mais surtout pour éviter la voie de la confrontation violente, parce qu'on a très bien vu le cheminement et la tournure compris les événements récents en Libye, où il y a presque une partition de fait entre la Cyrénaïque, le Fezzan et la Tripolitaine. La partition, finalement, peut-être la logique d'État failli qui prévoit en Syrie, à cause des convoitises impérialistes, et je n'ai pas besoin de vous parler de la polarisation qui prévoit en Égypte. Pour moi, donc, cette solution politique, elle a surtout pour but de créer les conditions d'un débat national qui devrait aller au fond des choses, et cela vise d'abord à ce que l'on tire un réel et sincère enseignement historique de ce que nous avons vécu pendant les années de la sale guerre ou de la guerre contre les civils, pour parler comme Marie-Blanche Taron qui est ici présente. Il faut donc nous responsabiliser collectivement surtout, mais rassembler l'ensemble des acteurs politiques et sociaux sur un leitmotiv qui devrait consister à dire qu'il ne faut plus qu'il y ait un retour à l'horreur, plus de retour à la case départ. Ce serait peut-être aussi pour nous, Algériens et Algériennes, le point de non-retour à fixer. Nous devons donc œuvrer à rendre impossible l'usage de la force pour accéder au pouvoir ou même pour s'y maintenir. Il me semble aussi, à mon avis, criminel dans le contexte actuel de ne pas tirer les leçons des années de souffrance et de violence qui ont été imposées aux Algériens. Je pense que seuls les enseignements tirés peut-être des tueries absurdes et cruelles peuvent convaincre les familles de victimes à la fois du terrorisme et des disparus que la réconciliation est une nécessité qui passe par une pédagogie politique qui enracine la règle démocratique et égalitaire dans les pratiques quotidiennes du vécu de notre peuple. C'est cela qui peut, à mon avis, contribuer à arrêter la machine qui risque encore de broyer beaucoup de vies innocentes. Cela ne ramènera pas, bien entendu, les êtres chers disparus et assassinés, mais nous devons, à mon avis, de tout faire pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, et c'est peut-être aussi une façon pour nous d'honorer leur mémoire.